Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Brillants Esprits, le podcast pour apprendre et appliquer les grands secrets des plus grands personnages historiques. Aujourd'hui pour cet épisode, qui arrive certes un peu en retard, on va parler d'un personnage très influent au XXe siècle qui se sera battu contre le racisme toute sa vie aux États-Unis, c'est-à-dire Martin Luther King. Nous allons commencer par sa biographie pour ensuite vous donner les conseils et l'analyse de cet épisode sur sa vie. Sur ce, nous pouvons commencer tout de suite. Le racisme est très profondément ancré en Amérique depuis le début du pays. En effet, il est inscrit dans l'histoire du pays depuis longtemps, avec l'esclavage et la guerre de sécession ensuite. Le début de la carrière de Martin Luther King commence après l'épisode du bus avec Rosa Parks. Mais avant cela, Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 à la ville d'Atlanta. Son père, qui est pasteur, change son nom en Martin Luther King Sr. en référence à Martin Luther, célèbre prêtre allemand du XVe siècle. Martin Luther King n'est pas né dans une famille très pauvre, en effet, il est né dans la moyenne bourgeoisie, son père était pasteur à l'église baptiste d'Ebenezer. Il expérimente le racisme à l'âge de ses 6 ans, puisque ses amis d'enfance blancs ne voulaient plus jouer avec lui à cause de l'enseignement qu'il recevait dans les écoles privées réservées aux blanches durant cette période de ségrégation. Il se retrouve donc très isolé et en parle à sa mère. À 8 ans également, il se fait gifler publiquement dans un centre commercial devant sa mère par une femme blanche pour absolument aucune raison, juste parce qu'il était en travers de sa route. Donc à partir de ce moment-là, qu'il prend conscience des problèmes sociétaux de son pays, du problème raciste qu'il se trouve incrusté dans le pays, et sa mère lui dira « Tu dois toujours avoir le sentiment d'être quelqu'un, puisque tu es aussi bon que n'importe qui d'autre ». Il continuera ensuite ses études au Morehouse College à Atlanta. Il poursuivra une licence de lettres, puis poursuivra jusqu'au doctorat de théologie en 1955. Il rencontrera également sa future femme en 1952 à l'église et donc ils se marieront à la mairie un an plus tard et auront 4 enfants qui sont Yolande Denise King, Martin Luther King III, Dexter King, donc qui est mort cette année en 2024, et Bernice Albertine King. Il rejoint aussi le NAACP en 1954 pour National Association for the Advancement of Colored People. Le premier combat de Martin Luther King sera la campagne de Montgomery, qui est une ville de l'Alabama, qui est aussi l'un des États les plus racistes de l'époque. La femme de Martin Luther King essaiera de l'empêcher d'aller à Montgomery, puisqu'elle a grandi vers là-bas. Elle sait à quel point cette ville est imprégnée du racisme ambiant. Pour situer les événements du contexte de cette campagne, Rosa Parks, qui est une afro-américaine, refuse de laisser sa place dans un bus à un blanc, alors qu'elle devait, normalement et selon les lois, lui laisser la place pour aller s'asseoir dans le fond du bus. Mais elle ne l'a pas fait, elle a refusé de le faire, et c'est ainsi qu'elle a été enfermée, et donc c'est à partir de ce moment-là que les populations noires de Montgomery vont commencer à mener une contestation commune contre les autorités publiques de la ville de Montgomery. Ces populations noires vont commencer par des boycotts pour l'arrestation de Rosa Parks. Donc ils vont boycotter la compagnie de bus notamment, mais aussi les autorités publiques de la ville. Donc par exemple, ils vont faire des taxis à bas prix pour les habitants pour boycotter justement la compagnie de bus. Et suite à quelques semaines, Martin Luther King prendra la tête du MIA pour Montgomery Improvement Association, qui est une association toute récente pour promouvoir les droits des Noirs dans la ville. Le boycott a duré un total de 382 jours, où il y a eu différentes actions comme des covoiturages, des taxis à bas prix, comme je l'ai dit. Et le conflit s'est intensifié au point que des partisans de l'association se sont vus faire agresser par des policiers. En réponse à cela, Martin Luther King prêche devant les foules la non-violence dans ses discours, s'inspirant des idées de Mahatma Gandhi et aussi de Karl Marx qu'il a lu dans sa jeunesse. Il se fait donc arrêter pour cela, officiellement pour excès de vitesse, mais officieusement parce qu'il était trop dangereux, et donc les policiers ont préféré l'arrêter avant que les choses ne prennent trop d'ampleur sous son leadership. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va commencer à recevoir des menaces de mort par courrier, donc des menaces de mort pour lui, mais aussi pour sa famille, et dans ce moment-là, Martin Luther King est très perdu, il est très effrayé, ce qui va le pousser à prier toujours plus.
lors d'un soir, alors qu'il priait, il eut une sorte de vision. Pour lui, Dieu lui parlait. Et il lui a dit « Martin Luther, bats-toi pour la justice, pour la vérité, et je serai à tes côtés jusqu'à la fin du monde s'il le faut. » Le lendemain de cette déclaration, de cet aveu, le lendemain de ce miracle, la maison de Martin Luther King se fera attaquer par des bombes incendiaires, mais avec cette confiance que son Dieu lui donne, il garde la face et prêchera devant sa maison brûlée et la foule. Nous ne préconisons pas la violence, nous devons aimer nos ennemis. Nous ne préconisons pas la violence, nous devons aimer nos ennemis. Je veux que vous aimiez nos ennemis, que vous soyez bons envers eux. Aimez-les et faites-leur comprendre que vous les aimez. La situation à Montgomery va grandement s'améliorer à partir de là. Le 13 novembre 1956, c'est la fin des conflits puisque Martin Luther King va gagner cette parade, il va gagner cette campagne. La Cour suprême autorise tous les passagers noirs à s'asseoir où ils veulent dans les bus publics. Le 21 décembre 1956 de la même année, la décision s'étend aux restaurants, aux écoles et aux lieux publics, ce qui fait de Montgomery une ville avec des droits égalitaires pour les personnes blanches et noires. C'est une très grande victoire à la fois pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis, mais aussi pour la carrière politique de Martin Luther King, qui va s'en trouver grandement améliorée. Et donc à partir de là, il va pouvoir lancer des campagnes à un rang beaucoup plus national et ne pas se limiter seulement à l'État de l'Alabama. En effet, à partir de là, les combats pour les droits civiques vont se multiplier. Notamment, je pense au combat contre la ségrégation au niveau scolaire dans une école du Little Rock dans l'Arkansas, mais aussi au développement du mouvement des sit-in. Donc ce sont des jeunes personnes de couleur noire qui vont s'asseoir dans des restaurants, dans des bars, et vont attendre qu'on les serve alors qu'ils savent pertinemment que les restaurants et les bars sont réservés aux personnes blanches. Ils vont attendre et ça va justement dans ce mouvement de non-violence signifier leur désaccord face au système judiciaire et législatif. On a aussi le mouvement des Freedom Rides qui sont des bus pour la liberté, donc qui sillonnent le pays du nord au sud pour faire valoir la liberté des personnes de couleur noire aux États-Unis. Martin écrira un livre le 20 septembre 1958 qui s'appelle Marche vers la liberté et qui racontera en détail la campagne de Montgomery qui l'a fait connaître, qui est sa première vraie campagne à but médiatique. Peu après, il se fera poignarder par une femme dans une séance de dédicace pour son livre. Donc il la pardonnera publiquement une fois que sa vie sera hors de danger et il dira, je cite, « L'aspect pathétique de cette expérience n'est pas la blessure d'un individu, elle démontre qu'un climat de haine et d'amertume imprègne tellement notre nation que des excès d'extrême violence doivent surgir inévitablement. Aujourd'hui, c'est moi. » Peu après tous ces événements, Martin Luther King fondera en 1959 le Southern Christian Leadership Conference, le SCLC. Il dirigera les opérations de cette association directement depuis Atlanta, depuis l'église d'Ebenezer. Mais il y aura beaucoup de tensions politiques au sein du parti. Il y en avait déjà beaucoup au MIA, et Martin Luther King essuiera des critiques de partout. Il s'est trop blanc, il est trop ambitieux dans ses campagnes, on lui reproche tout et n'importe quoi. Cela le fera tomber dans une dépression sévère, puisqu'il est très sensible aux autres et aux critiques qu'on lui fait. En plus de cela, beaucoup de campagnes n'aboutiront à rien, puisque les Blancs rétractent leur position dès que les manifestations cessent, dès que les campagnes de Martin Luther King cessent. Notamment, je pense à la campagne d'Albany, où la police fait des arrestations en douceur et éparpille les manifestants aux quatre coins de l'État. Et donc c'est un échec puisque personne n'est vraiment maltraité, il n'y a pas vraiment de raison pour les journalistes de s'intéresser à la campagne. Mais en plus de ça, les manifestants sont de moins en moins nombreux puisque dispersés. Et donc ça signe un véritable échec pour Martin Luther King. En fin 1962, il commence la fameuse campagne de Birmingham, qui est la campagne la plus importante dans sa carrière politique. Elle est très importante déjà puisque dès le départ, elle est très dangereuse, encore plus que la campagne de Montgomery. Le chef de la police locale, Eugene O'Connor, qui est surnommé le Buffle, est extrêmement agressif face aux manifestations. Il utilise énormément de grenades lacrymogènes, mais également des chiens d'attaque et des lances à eau qu'il n'hésite pas à utiliser contre les manifestants qui sont tout de même pacifiques. Martin Luther King hésitera énormément, il angoisse face au risque de cette campagne qui s'annonce extrêmement dangereuse, mais il décide tout de même d'y aller, à la fois pour la justice et à la fois parce qu'il a confiance en ses capacités
mais aussi en son Dieu, en son rôle de leader pour la liberté des personnes noires. Pour cela, Martin Luther King a besoin d'une crise sans précédent. La seule façon de faire régner la justice et l'équité dans tout le pays est de faire bouger les choses d'un point de vue fédéral et de faire comprendre au gouvernement qu'il fallait agir pour les droits civiques des Noirs. Il fallait montrer à tout le pays les horreurs que les Noirs subissaient et leur détermination face à la police locale et face aux injustices de se battre tout en acceptant la non-violence. Pendant les premières manifestations, Martin Luther King se fera mettre en prison pendant les premières manifestations pendant plus de 2 semaines et il écrira la fameuse lettre de la prison de Birmingham. Le mouvement s'essoufflera à cause des violences policières, mais Martin Luther King décidera de faire participer des enfants noirs qui parfois auront moins de 14 ans durant les manifestations. Les manifestations sont tout de même extrêmement violentes et c'est une décision qui sera extrêmement pragmatique de la part de Martin Luther King. Il sait pertinemment que les enfants seront blessés pendant les manifestations puisque les manifestations sont très violentes et pourtant ça ne l'empêchera pas d'accepter la décision de les mêler à cette crise pour montrer aux médias, pour montrer au reste du pays l'étendue des inégalités et des injustices que subissent les populations noires dans le pays. Les manifestations sont donc extrêmement sanglantes, les émissions de télé se déchaînent et relayent la police lâcher des chiens d'attaque et agresser les manifestants qui sont parfois mineurs, qui sont parfois moins de 14 ans et qui pourtant manifestent de manière pacifique. Donc ces images-là choquent le pays et Martin Luther King gagne. L'administration Kennedy est obligée de réagir. Donc justement, après tout ceci, Martin Luther King fera sa célèbre marche vers Washington, où il prononcera le discours très célèbre I Have a Dream, qui demande plus de droits et mette fin à la ségrégation. Donc cela mènera au Civil Rights Act de 1964 et au Voting Rights Act de 1965. Il devient le plus jeune prix Nobel de la paix. Toutes ces actions ont permis à Martin Luther King de gagner la reconnaissance des droits des Noirs au même titre que les droits des Blancs et de mettre fin à la ségrégation sur un plan politique mais aussi juridique. Malgré tout, il y aura notamment sur le plan économique de très très grandes inégalités qui subsisteront. Martin Luther King découvrira que le FBI l'a mis sur écoute et colportait des rumeurs sur lui, notamment le fait qu'il serait communiste ou alors qu'il tromperait sa femme. Mais encore aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de ces faits. Mais cela aggravera sa dépression qui, en plus des menaces de mort qui sont de plus en plus fréquentes, vont mener Martin Luther King à une dépression qui sera extrêmement grave. Il sera mis dans un état dépressif sans précédent depuis le début de sa vie. En plus de ça, il y a aussi la montée des mouvements radicaux comme les Black Panthers qui décrédibilisent le combat de Martin Luther King qui est pour les manifestations sans violence alors que les Black Panthers et tous ces mouvements sont des mouvements vraiment radicaux qui s'appuient notamment sur la violence et qui sont décidés à faire changer les choses parce qu'ils trouvent que Martin Luther King ne les font pas avancer assez vite pour eux. En 1967, Martin Luther King commencera à prendre la parole pour dénoncer la guerre du Vietnam, puisqu'il trouve qu'il y a trop de combattants, mais aussi trop de combattants noirs qui perdent la vie. Martin Luther King trouvera donc cela inégal et il serait inapproprié qu'il n'en parle pas, puisqu'il protège non seulement les Noirs, mais aussi tous les citoyens de l'Amérique. C'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à se battre pour l'égalité économique dans les quartiers noirs et les quartiers blancs, malgré la nouvelle égalité de droits que le gouvernement a mis en place. Il continue donc ses discours contre la guerre du Vietnam et contre les inégalités entre blancs et noirs sur le plan économique. L'administration Nixon se sentira trahie par Martin Luther King, qu'il pensait être de leur côté. Il planifiera une nouvelle marche vers Washington pour aider les populations noires qui sont en précarité. Mais le 3 avril 1969, il lancera un discours qui sera prophétique sur une fameuse terre promise qu'il a vue dans un de ses rêves pour le peuple américain. Le lendemain de ce discours, il se fera assassiner d'un tir au bord de son balcon de son hôtel alors qu'il était en pleine campagne de manifestation pour des éboueurs. Martin Luther King était un personnage très complexe. Il possédait de multiples facettes de sa personnalité. Il était à la fois charismatique par son discours, par sa confiance en soi, aussi très sociable parce qu'il avait beaucoup d'amis, il aimait sortir et s'amuser. Il était également très empathique, il se souciait énormément des autres et ce depuis l'enfance. Et en plus de tout cela, il était extrêmement croyant. Mais il y avait une autre facette de la personnalité de Martin, une autre facette un peu sombre qui se battait avec cette facette qu'il montrait tous les jours.
Il était aussi un peu introverti, il réfléchissait souvent sur lui-même, il était également très introspectif. Mais il avait aussi une dépression sévère qui était récurrente depuis son enfance. Il a eu des symptômes de dépression déjà depuis l'âge de 5 ans et il a essayé de se suicider à 2 reprises avant l'âge de ses 13 ans. Martin Luther King était également très pragmatique. C'était un fin stratège qui, à chaque campagne, analysait ses réussites et ses erreurs pour en tirer le meilleur pour ses prochaines campagnes. Et vous avez bien vu qu'il utilisait aussi parfois des techniques qui étaient moralement ambiguës, bien qu'il fût un fervent croyant, comme l'a montré l'exemple de l'emploi des enfants dans la campagne de Birmingham. Cette complexité de ce caractère, ça le fera souffrir toute sa vie. Il se sentira toujours un peu perdu par qui il est vraiment, avec tous ces caractères qui sont pourtant contradictoires. Pour faire face à cette complexité, il se tourne vers un objectif de vie pour survivre, un but qui le maintient en vie. Lorsqu'il entend la voix de Dieu quand il doute, c'est sa raison de vivre qui revient à lui, qui lui montre le chemin et qui le guide pour qu'il ne se sente pas perdu entre ces différentes facettes de lui-même. N'avez-vous jamais senti que vous étiez perdu dans votre vie ? D'avoir l'impression que vous avez le potentiel de faire de grandes choses, mais que vous ne le faites pas. Personnellement, dans ma faculté, je vois beaucoup de gens qui disparaissent des amphithéâtres. Ils sont là principalement par défaut. Ils abandonnent car ils n'ont pas de projet de vie. Ils n'ont pas de vision à long terme. De nos jours, c'est très difficile de trouver sa voie avec tous les choix qu'on peut faire. C'est un peu comme Netflix finalement. On ne sait pas trop quoi regarder parce qu'avec tous les choix qu'il y a, on ne sait plus quoi choisir. Avant, c'était plus simple parce qu'on reprenait souvent le métier de ses parents, on reprenait l'affaire familiale. Maintenant, il y a une diversité prépondérante d'offres d'emploi et de styles de vie qui s'offrent à nous. On peut littéralement devenir qui on veut et faire ce que l'on veut. Mais finalement, dans ces moments-là où le choix est grand, que nous ne savons plus quoi choisir. Et c'est dans ces moments-là, nous sommes perdus face à la diversité que la vie nous propose. Mais l'être humain n'est pas fait pour ne pas avoir de but. Et ce qui provoque chez les jeunes générations, le plus souvent, de fortes dépressions, mais aussi de fortes dépendances à des substances telles que l'alcool ou encore les drogues. Tout cela amène à l'augmentation de l'incompréhension, de la frustration. De plus, tout ceci s'accentue de jour en jour, avec la diminution de la spiritualité dans la société, avec notamment une part de la religion qui est moins importante qu'avant, une surstimulation due aux écrans qui ne permet plus l'introspection, puisqu'on ne s'ennuie plus, on est tout le temps stimulé par quelque chose, mais aussi par des standards qui sont poussés par l'opinion publique. Je prends par exemple la trend des entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui nous formatent à penser d'une certaine façon plutôt que d'une autre. On a aussi par exemple l'école qui nous pousse à des études alors que nous ne savons pas ce que nous voulons faire, nous sommes totalement perdus. Il y a aussi de moins en moins d'individualité chez les gens. Il y a un contenu de masse qui est proposé sur les réseaux sociaux pour plaire à tout le monde. Et cette addiction des réseaux sociaux limite la créativité de chacun et la découverte de soi finalement. Nous pouvons devenir tout ce que nous sommes, mais face à justement tout ce choix, nous ne devenons qu'un. Nous devenons tous la même personne. Parce que finalement, dans un monde où on vous pousse à ne plus prendre le temps pour réfléchir, où tout essaye de vous tenir en attention, où tout va vite, vous finirez juste plus vite dans le mur sans but. Nietzsche disait « Celui qui possède un pourquoi peut surpasser tous les comment ». Mais alors comment découvrir le but de sa vie, son objectif à accomplir ? Pour cela, j'aimerais vous énoncer un plan en 3 étapes que je vais aborder dès maintenant. La première étape de ce plan, c'est de se découvrir soi-même pour découvrir son but. Pour se découvrir soi-même, il faut d'abord s'ennuyer, pour ensuite passer dans une phase d'introspection et penser à soi-même, penser à ses réflexions profondes, raviver ses souvenirs de son enfance, pour voir les souvenirs qui vous a marqué le plus. Parce que ces souvenirs-là font l'essence même de votre personnalité. Vous devez aussi vous connecter avec vos particularités qui sont propres. Par exemple, des compétences, ça peut aussi être des goûts personnels ou des sujets qui vous passionnent. Martin Luther King, lui, il était extrêmement éloquent et il s'en servait justement dans son but. Il s'en servait en tant que trait de personnalité extrêmement forte pour communiquer ses idées. Un autre point qui est essentiel aussi dans l'introspection, c'est de ne pas se mentir sur soi. Il faut comprendre avant tout ses défauts, ses faiblesses et ses doutes avant de comprendre ses qualités. Donc pour Martin Luther King, il assumait complètement son côté pragmatique et son côté stratégique alors que la religion était très présente, alors qu'il soutenait le droit des Noirs dans un contexte de lutte non violente, il utilisait tout de même des stratégies qui étaient moralement ambiguës.
Et la plus importante des choses à faire pour se découvrir soi, c'est de trouver ses réelles valeurs. Pour Martin Luther King, ses valeurs étaient la religion. Il détestait la violence et les discriminations et prônait la paix entre tous, la paix et l'égalité surtout. Et ces valeurs qui dictaient son code de conduite étaient absolument essentielles. Vous pouvez penser ça comme un credo à suivre, des valeurs que vous devez tout le temps respecter et que vous devez tout le temps garder à votre tête. En étant en accord avec soi, en étant en paix avec soi-même, autant avec ses qualités et ses compétences qu'avec ses défauts, vous pouvez découvrir qui vous êtes vraiment. Et c'est une étape essentielle pour découvrir le but qui vous poussera à vous lever le matin tous les jours. La deuxième étape maintenant est de trouver ce but-là. Pour trouver ce but, il faut paradoxalement ne pas le rechercher. Il faut vivre sa vie pleinement en fonction de ses convictions, mais il faut aussi expérimenter plein de choses, des bonnes comme des mauvaises finalement. En expérimentant plusieurs situations, vous allez forger votre caractère et vous allez forger vos goûts. Vous allez aussi forger vos réelles valeurs. Et avec tout ceci, vous allez pouvoir vous dire voilà ce que j'aime dans la vie, voilà ce que je n'aime pas, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est en fait avec cette multitude d'expériences que vous allez pouvoir petit à petit esquisser les contours de votre but. Il faut aussi trouver un but qui soit en raccord avec ses compétences. Par exemple, Martin Luther King avait un but d'activisme où il mêlait la religion dedans. Donc soit il faut que ce soit en rapport avec une compétence, soit par rapport à une forme d'intelligence. Mais on reviendra sur ça dans un autre épisode de ce podcast. Le but que vous devez vous fixer doit rester vague, de sorte à ce que votre vie reste adaptable. Cela ne doit pas être juste forcément un métier, mais plus une idée, un concept qui ne soit pas matériel. Vous pouvez par exemple vous battre comme Martin Luther King pour la paix ou la justice, mais encore pour l'amour, pour votre famille, pour votre pays. Toutes ces valeurs, tous ces buts sont ce qui vous pousse à agir et à vous lever le matin pour continuer à aller dans ce sens. Je ne peux malheureusement pas être plus précis sur ce sujet-là, parce que trouver son but, c'est aussi une question assez philosophique que chacun doit se poser, et chaque but peut être extrêmement différent en fonction de la personne qui l'adopte. Mais une fois que vous aurez trouvé ce but-là, il faudra le décomposer pour essayer de l'atteindre, puisqu'un but doit être atteint, et même s'il ne l'est pas, le fait d'avoir essayé à l'atteindre vous poussera toujours à vous surpasser et à donner le meilleur de vous-même. Et pour atteindre ce but, vous devez passer par la troisième et dernière étape, qui est la décomposition de ce but. Vous pouvez, comme Martin Luther King, mêler pragmatisme et grandiloquence. Par exemple, la stratégie des enfants à Birmingham était emplie de pragmatisme, mais c'est aussi très grandiloquent, car Martin Luther King utilisait cette tactique qui était pour le moins ambiguë moralement, mais pourtant le faisait dans un objectif d'égalité, le faisait pour la justice des populations afro-américaines. Un but aussi vague que la paix ou la justice doit être décomposé en une multitude de stratagèmes applicables sur le moment. Il faut prévoir des étapes structurées et constamment analyser et remettre en question la situation et la remettre en fonction du contexte pour établir les prochaines étapes à suivre qui vous mèneront à justement l'idéal que vous recherchez, à cet objectif de vie que vous voulez accomplir. C'est pour moi la fin de cet épisode. Je suis extrêmement désolé de l'attente qu'il a pu procurer chez vous, mais cet épisode m'a aussi permis de me recentrer sur le podcast, notamment en changeant la direction artistique de la chaîne YouTube et du compte Instagram. Et cet épisode m'a pris aussi énormément de temps dans la recherche et l'écriture, beaucoup plus que dans les deux précédents, puisque le sujet est bien plus complexe et la vie du personnage historique est bien plus complexe. Martin Luther King est un personnage récent et donc il est très documenté. Il y a beaucoup de détails à saisir et il y a beaucoup d'analyses à faire pour comprendre ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait et à réussir comme il a réussi. J'essaye de m'instruire le plus possible pour vous fournir les meilleurs conseils et c'est pour cela que, n'ayant pas le temps de sortir forcément tous les épisodes le samedi, je pense repousser à lundi matin, la sortie des prochains podcasts pour me laisser le temps, notamment le week-end, de tourner et de mieux écrire les épisodes pour vous fournir du travail qui, je l'espère, sera de qualité. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube, Instagram et Spotify. J'ai aussi mon podcast sur Amazon Podcast qui est sorti. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.